L'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en a dérouté plus d'un. Bon, il y a le saltimbanque du communicant et ses sorties déroutantes. Il y a le réel. En effet, l'homme, dès sa première semaine d'entrée en fonction, a signé quelques 400 mesures, les fameuses Executive Orders, ayant trait pour une grosse partie à l'immigration et surtout au protectionnisme. L'instauration des tarifs douaniers envers l'Europe, des voisins proches comme le Canada ou encore la Chine, et bien sûr, qui sont synonymes d'exacerbation des différends commerciaux avec surtout la Chine, qui appréhende un environnement économique mondial incertain, à la fois pour les États-Unis et pour l'ensemble des pays, et surtout les entreprises. Et si finalement on nommait les choses par leur nom, à savoir le retour de la guerre économique omniprésente et omnipotente, et son champ de bataille est sans limite: manipulation des monnaies, évasion fiscale, guerre de l'information, subventions déguisées, et finalement, si ce n'est pas le symptôme d'économie occidentale de plus en plus fragile qu'elle n'y paraîtrait en tout cas, c'est avec ce présupposé que nous réserve peut-être l'année économique qui vient. Et l'Algérie dans tout ça, type des questions que nous allons soumettre à notre invité, c'est tout de suite. Finalement, la guerre économique a toujours été présente, on l'observe, car les tensions montent. Regardez par exemple le bras de fer entre les États-Unis et la Chine, ou l'OTAN et la Russie. Elle investit surtout ce terrain, le terrain économique. Que pense donc notre invité du jour et quelle est sa lecture des faits? Ça tombe bien, il est économiste, analyste en économie pour être plus précis. Mahfoud Kaoubi, bonsoir, merci d'être des nôtres. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, Mahfoud Kaoubi, question générale tout d'abord. Les États, en tant qu'entité après la Seconde Guerre mondiale, prétendaient que c'était le dernier conflit, que la paix allait régner désormais, car la paix rimait avec les échanges commerciaux. Mais quand on voit par exemple aujourd'hui les sanctions contre la Russie, la guerre commerciale que se livrent la Chine et les États-Unis, ou encore les tarifs douaniers de Donald Trump à l'endroit de certains pays, on le voit, hein, l'économie est loin d'être le fameux doux commerce, mais contient quand même une forme de violence. Oui, une forme de violence très manifeste qui s'intensifie de plus en plus. Vous le dites si bien, en tous les cas, que le monde prétendait avoir compris et que les conflits devaient laisser la place à la quiétude, au commerce, à l'intensification du commerce international. Et des instruments ont été mis en place justement pour garantir les équilibres et pour prévenir les situations qui ont été à l'origine de conflits à l'instar de la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Par ces institutions, la Banque mondiale d'une part, et on a le FMI d'autre part. Mais cette situation a connu des bouleversements, une évolution. Premièrement en 1974, par l'abandon du système Des des talons talons or. d'or. Tout à fait. Et donc, première secousse, pour ne pas dire premier séisme, mais qui a donné lieu surtout à une intensification du modèle libéral en tant que modèle d'organisation de l'économie mondiale, qui a évolué pour laisser place dans la fin des années 80 à une nouvelle logique de fonctionnement de l'économie mondiale où le libéralisme dominait et on naissait donc la mondialisation et la globalisation. Mais donc deuxième séisme, deuxième logique qui a laissé place aussi à la fin des années 2010, au milieu des années donc 2015, à un nouveau bouleversement par l'émergence de la Chine qui a joué au trouble fait et situation qui a été suivie aussi par l'émergence d'autres économies à l'instar de l'Inde ou des dragons asiatiques. Tous, justement. Mais le fait le plus marquant,
c'est la Chine. La Chine qui a joué au trouble fait et qui est venue donc bouleverser carrément l'équilibre et remettre en cause l'ordre mondial que tout le monde pensait être installé pour longtemps, celui de la mondialisation. Et donc, plein de déséquilibres se manifestent de plus en plus, d'où une nouvelle guerre, celle-là beaucoup plus intense et qui devrait donner lieu à des bouleversements très sérieux. La fameuse fin de l'histoire, selon, enfin c'est ce que prophétisait en tout cas Francis Fukuyama, n'aura pas lieu, on le voit. Hein. Dans une guerre classique, en théorie, on vise à détruire le potentiel commercial de son adversaire. Est-ce que vous diriez, vous, que c'est le retour des guerres économiques, même si au fond, il faut le dire, elles n'ont jamais tout à fait disparu, Mahfoud Kaoubi? Oui, elles n'ont jamais disparu dans la mesure où l'hégémonie du libéralisme était de règle. La force, quand on voit le poids de l'Occident d'une manière générale, donc les États-Unis en premier lieu, l'Europe en second lieu, donc ces deux puissances à elles seules constituaient pratiquement 50% du PIB mondial. Donc cette domination était économique, était militaire, mais était aussi politique à travers les différentes institutions politiques internationales qui étaient mises en place. Donc, tout cela n'augurait pas qu'un changement sérieux pouvait se faire, dans la mesure où la Chine devait accueillir et a accueilli jusqu'à un certain niveau des flux d'investissement des sociétés étrangères, occidentales principalement, qui proliféraient et qui faisaient de très très bonnes affaires. Entre-temps, l'Occident s'est vu désindustrialisé, s'est vu petit à petit perdre en matière de compétitivité. Et l'économie réelle, donc l'industrie, l'économie de production, donc a laissé lieu à l'activité de services principalement et les services financiers. Donc l'Occident proliférait par des marchés financiers qui faisaient de très très bonnes affaires, mais entre-temps, il perdait en matière de compétitivité et en matière de productivité de travail. Ça a fait l'affaire de la Chine qui doucement, sans faire beaucoup de bruit, a amélioré de sa productivité de travail, a gagné en compétitivité dans tous les secteurs d'activité et actuellement, la crise d'ailleurs de la Covid-19 est venue démontrer qu'en fin du compte, les Chinois ont très très bien programmé leur évolution, l'amélioration de leur compétitivité et ils sont venus maintenant damer le pion à d'autres économies beaucoup plus importantes. L'économie chinoise représente quelque chose comme 18% du PIB mondial. C'est énorme. Donc, et quand on rajoute tout le poids des autres pays émergents, on voit qu'il y a un autre monde, autre que celui occidental, qui se positionne de plus en plus et qui a à l'avenir qui peut être beaucoup plus pesant en matière de compétitivité. Est-ce que les mesures du protectionnisme, le protectionnisme est un peu honni par les libéraux dans le monde économique, mais est-ce que ces mesures, ou par exemple le fait est de diversifier ses partenaires commerciaux, comme le fait un certain nombre de pays, comme l'Algérie, est-ce que selon vous c'est la solution face aux fluctuations éventuelles de l'économie mondiale dans le futur ? En tous les cas, l'équation est très difficile. Diversifier, oui, sur le plan du principe, mais ça permet donc de diviser les risques et de réduire des incertitudes. Mais le salut de l'économie algérienne passe par un renforcement sérieux de la compétitivité de l'outil de production national. Ça, c'est l'élément le plus important. Plus de travail, plus de diversification et donc une capacité de peser par rapport à une amélioration de la production et une amélioration de la productivité. Mahfoud Kaoubi, je voudrais avoir aussi votre avis sur une autre thématique. La tension entre Alger et Paris peut perturber, quand il y a une tension entre deux pays,
les deux économies sont sans doute perturbées, peut-être à différentes échelles. On le rappelle, 6 millions d'Algériens vivent en France, 500 entreprises françaises opèrent en Algérie avec Total, par exemple, le grand mastodonte en hydrocarbures. Mais on a l'impression que cette fois-ci, au creux de cette tension, ce n'est pas Alger le plus gros perdant dans l'affaire. Quel est votre avis ? Oui, tout à fait. Alger n'est pas le grand perdant dans cette situation, d'ailleurs, qui mériterait d'être solutionnée dans le calme et la sérénité. Alger, donc, en matière de diversification, en matière d'importation, elle peut, on va pas dire facilement, mais elle peut trouver des fournisseurs en matière de produits qui sont régulièrement importés de France. Mais ce qui n'est pas le cas par rapport à la France en matière surtout d'approvisionnement en hydrocarbures, notamment dans une période assez difficile. Mais ce qui est important à souligner, c'est qu'il y a un axe stratégique important qui pouvait donner lieu à beaucoup plus de satisfaction et de partenariat entre l'Algérie et la France si la maturité, la raison l'aurait pris surtout du côté français où l'extrême droite est en train de pousser la France dans une logique sans issue, à mon sens. Et puis, quand on parle de la France, c'est surtout l'Union européenne, dans un monde qui se conçoit beaucoup plus sur une logique multipolaire. L'intérêt, oui, tout à fait. Donc, l'intérêt de l'Europe passe nécessairement à développer un partenariat sérieux avec l'Afrique. Et le rôle de l'Algérie en termes de locomotive, une des locomotives les plus importantes de l'Afrique, est important. C'est de même pour la France, qui a son poids dans l'Union européenne. Donc, la raison devrait l'emporter dans un sens de constituer un pôle qui pèserait par rapport aux autres pôles qui sont en train de se constituer, celui de la Chine et des pays qui l'entourent, et celui des États-Unis et des autres pays qui l'entourent. L'Europe est actuellement affaiblie, elle a besoin de relocaliser, elle a besoin d'investir, elle a besoin d'avoir des approvisionnements en hydrocarbures stables et à bon prix, et je dirais que l'Afrique, pour constituer une très très bonne opportunité en matière de partenariat stratégique qui donnerait lieu à la constitution d'un pôle qui pèserait sur le plan mondial. Maintenant, la position de l'extrême droite qui n'a pas de projet réel en matière de construction européenne, en matière de stratégie économique, autre que celui de décrier l'étranger, de décrier l'immigration et de pousser le pays dans une logique très extrême, sans issue, est en train d'hypothéquer un petit peu tout cela. L'intérêt des deux parties, l'Algérie et la France, l'Europe et l'Afrique, passerait par une nécessaire prise de recul et une nécessaire priorisation de la raison et de remettre les choses au clair par rapport aux enjeux que le monde est en train de connaître aujourd'hui. Mahfoud Kaoubi, autre thématique. L'histoire nous a démontré qu'il ne fallait pas trop se réjouir de la chute d'un empire, ou en tout cas son déclin. Je veux parler ici des États-Unis. Alors, quelques chiffres pour cerner leur économie. L'économie américaine n'a pas l'air d'être en très bonne santé, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, les États-Unis, c'est une dette d'environ de 36 000 milliards de dollars. C'est une montagne de dettes, c'est-à-dire le pays fait chaque jour 6 milliards de dettes, jour, au quotidien. Ça veut dire, Mahfoud Kaoubi, que ce pays non seulement vit bien au-dessus de ses moyens, et finalement on se demande s'il n'est pas techniquement en banqueroute. Bon, c'est vrai, il y a l'étalon dollar, c'est une monnaie mondiale, c'est une réserve de monnaie mondiale, il y a l'armée américaine, il y a aussi la confiance, l'effet psychologique, il ne faut pas le sous-estimer. Mais je parle sous votre contrôle. D'après ces chiffres, l'économie US n'a pas l'air en très bonne santé, au moment même où Donald Trump fait son entrée à la Maison-Blanche.
Tout à fait d'accord. Bon, en premier, l'économie américaine, c'est l'économie la plus forte sur le plan de la compétitivité sur le plan mondial. Ça, c'est certain. Mais cette économie est en difficulté d'année en année. Chaque année qui passe, l'économie américaine perd en compétitivité, notamment par rapport à l'économie chinoise. Cet écart qui était important il y a de cela une quinzaine d'années se réduit de plus en plus et pourrait faire dans les 10 prochaines années à ce que la Chine pourrait dépasser l'économie chinoise dans plein de secteurs d'activité. C'est surtout l'économie réelle où la Chine a pu marquer énormément de points. De l'autre côté, cette fragilité de l'économie américaine se manifeste à travers des déséquilibres, notamment en matière d'endettement. Vous l'avez très très bien signalé. Donc 36 000 milliards de dettes publiques qui dépasse donc un ratio de dette publique qui dépasse les 114% du PIB, ce qui n'a jamais été imaginé antérieurement, fait que depuis 2008, depuis la crise du subprime, les politiques qui se sont succédées sur la gouvernance aux États-Unis n'ont pas pu régler de manière sérieuse des problèmes structurels que connaît l'économie américaine. Une la fuite en avant, qui s'est Tout à fait. Donc, des déséquilibres se creusent en matière de commerce extérieur, d'où donc ces réactions protectionnistes par un pays qui prônait, il y a de cela une dizaine d'années, le laisser faire, le laisser aller, qui incitait les pays à adhérer à l'Organisation mondiale du commerce et qui faisait donc du libéralisme son cheval de bataille. Donc, ces déséquilibres pourraient se compliquer dans l'avenir en donnant lieu à d'autres problèmes sur le plan social et sur le plan institutionnel. Merci. Mais d'où la réaction de Trump et d'où la réaction de l'administration actuelle. Merci Mahfoud Kaoubi, ce sera le mot de la fin. Malheureusement, on arrive à la fin de notre temps imparti. J'étais accompagné ce soir par Mahfoud Kaoubi qui a bien voulu répondre à mes questions. Je le remercie.